Merci. Ah, N'empêche, ça a fait baisser les prix de Huawei pendant un petit fallait temps. faire vite. Ouais. Fallait faire vite. T'es allé voir le vendeur et tu le menaçais. Mec, C'est clair. Google, j'ai plus Google. Hey, vous avez plus Tu Google, m'enlèves tu me 15 fais points. 100 Tu euros. m'enlèves 15 points, j'ai plus Google, quoi. Ah, c'est ouf. Ok. Aujourd'hui au programme, premier de la classe, comédie française suivie de Shaft, millésime 2019 sur Netflix. On va de suite commencer par des petites news, des petits trailers et puis on fera un petit segue rapide avec un petit buzz lié au débat du jour. Pour les trailers à voir, est-ce que vous avez eu le temps de voir un petit peu? Donc il y a un énorme clin d'œil, je pense que tu as apprécié Areski de revoir Katie Sackhoff dans Netflix's Another Life. Ouais. Et Crawl du coup de Alexandre Aja, notre petite pépite française de l'horreur qui continue sa petite vie à Hollywood. Donc on va commencer tout de suite par Another Life. Est-ce que ça te donne envie? Est-ce que ça vous donne envie? Voilà, qu'en pensez-vous? Écoute, moi je t'avoue que la bande-annonce, c'était un teaser, clairement, parce qu'on voyait pas grand-chose. Ouais. Moi j'ai vu ce teaser 10 000 fois là maintenant. Le côté genre, ah là là, huis clos dans un vaisseau spatial, on sait pas ce qui se passe, Ouais. il y a une vie extraterrestre, etc. Donc là, moi, il m'en faut plus vraiment pour me donner envie. C'est-à-dire que tu te souviens de ce film qui était plutôt cool avec Ryan Reynolds et je crois qu'il y avait Jake Gyllenhaal, tu sais, Life. Tu Oui, sais, qui était une copie de Alien en fait. exactement, quoi. mais Une c'était copie. un peu, Autre copie, quand même. ouais, c'était la petite copie, mais plus abordable en termes de technologie qu'on a aujourd'hui, tu vois. Mais c'était une petite surprise parce que vraiment, je pensais que ça allait C'était être cool, ouais. un peu moisi. Mais pour un live, combien il y a d'autres films qui, tu sais, à partir du milieu du film, s'oublient et partent dans tous les sens et sont plus bien écrits et ont un dernier acte qui est moisi. Alors là, c'est une série, par contre, non, c'est ça, Another Life, il me semble. Non, j'ai compris que c'était un film. Ah, moi non, j'avais c'est compris pas- que c'était une série. Alors, peut-être, Du écoute. coup, bon, après voilà, toujours un plaisir de voir Katie Sackhoff parce que ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas vu, voilà, depuis Battlestar Galactica, ça nous fait plaisir de Et la oui, revoir. c'est pour deux raisons essentiellement que j'ai fait passer ce trailer sur cet épisode. C'est déjà énorme nostalgie Battlestar Galactica, donc on voit le truc arriver gros comme une maison. Et le deuxième truc, c'est cette espèce de débat, tu sais, sur les acteurs, ces acteurs qui ont été catalogués dans un genre bien particulier avec un personnage particulier. Et voilà, Battlestar, ça a plus de 10 ans maintenant. Mhm. Alors du coup, est-ce qu'on se dit qu'Katie Sackhoff, combien de scénarios elle a vu s'empiler de son agent qui devait arriver en disant « Mais si, je te jure, tu vas être dans l'espace, mais ça va être différent et tout. Ouais. » Et finalement, elle craque, tu vois. Finalement, elle a dit non à tout. Elle craque et ça me fait vraiment penser à Emilia Clarke aujourd'hui dans Game of Thrones avec les dragons, tu sais, où Emilia Clarke, on doit lui proposer que des trucs avec des dragons, du fantastique. Est-ce que, voilà, ça montre vraiment la difficulté qu'on peut avoir à se relever d'un rôle qui marque les gens d'une façon très spécifique, tu vois. Ah, mais la carte, quand même, elle a fait Terminator, non? Qui ça, Katie Sackhoff? Ouais, la mère des dragons. Ah non, Emilia Clarke. Ouais, oui, Emilia Clarke. c'est vrai qu'Emilia Clarke, Oui, elle elle avait fait Terminator. Elle a fait Terminator, donc... C'est-à-dire qu'elle avait vu venir, je pense, le C'était Sarah côté Connor. étiquette, et il fallait directement aller à l'encontre de l'étiquette Ah en ouais. plein milieu des saisons de Game of Thrones, ouais. Ouais. C'était intelligent. Mais c'est vrai que Katie Sackhoff, pour... bah voilà, c'est... Battlestar Galactica, c'est une excellente série pour les critiques, mais en termes de popularité, en termes de nombre de personnes qui y suivent, c'est pas non plus oufissime, tu vois. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Enfin, je vais pas dire que c'est confidentiel, mais un petit peu. Et c'est vrai qu'on peut très vite finir avec une étiquette. D'ailleurs, ça marche pour les acteurs, ça marche pour les réalisateurs aussi. Tu te souviens l'anecdote de John McTiernan, justement, après avoir fait Die Hard 1, où en gros, il recevait que des scénarios à base de « Ah ouais, ce serait comme Die Hard, mais dans un bateau, comme Die Hard, dans un train. » Et à un moment, il a même reçu un scénario où ce serait Die Hard, mais dans un immeuble. Ouais, mais c'était dans un immeuble. Ouais, mais là, il y a un gardien, et c'est pas le même gardien. Tu sais, tous les en-têtes des emails qu'il a reçus, c'était... c'est comme Die Hard. C'était que comme ça que ça devait commencer, sinon il prenait pas, quoi. Ok. Toi, ça t'a donné envie, Karim, Another Life ou pas? Ouais, je sais pas, c'est comme tu l'as dit en fait, voilà, l'espace pareil, alors qu'est-ce qui va se passer, je sais pas si on va être surpris ou pas, ou alors, en fait je pense que toutes les personnes qui vont regarder ce genre de série ou film, ça va être la même chose, bon bah alors s'il te plaît, on sait ce qui va se passer, mais surprends-nous dedans quoi.
Ouais. Surprends-nous dedans, essaie de faire un truc qu'il n'y a pas. Tu sais. Moi, ça me ferait rire qu'à un moment, ce soit pas un extraterrestre, ce soit un migrant. Ah, comment t'as fait? Tu vois, non, mais c'est vrai que, par exemple, tu sais, il n'y a pas la série comme le vieux film, vous vous souvenez, Futur Immédiat, où c'était avec James Caan, où c'était, en gros, les extraterrestres, ils arrivaient, c'était des réfugiés sur Terre. Ah ouais. Et c'était des immigrés et tout ça. Mais, bref. Ouais, c'est vrai qu'il faut. Il y avait eu District 9 District aussi, 9, c'est pas mal par rapport à ça. Clairement, Ouais. dans la directe Ouais. lignée de ce film, ouais. Ouais, en plus, Mais, t'en as fait ouais. dessus, je crois, District 9, je crois. Oui, non si, ouais. Oh, le truc de ouf, quoi. Ouais. Ils ont dit, ouais, on va garder les mêmes infrastructures. Au lieu de mettre des noirs, on va mettre des extraterrestres. C'est ça. Pour que les gens comprennent bien, Voilà. tu sais, c'est... Les noirs, si vous pouviez mettre ces costumes-là. Rendez les guenilles. Rendez les guenilles. Ah, l'horreur de fou, quoi. Ah ouais, très bien. Est-ce que vous avez vu Crawl de Alexandre Aja, petit film d'horreur oppressant avec de l'eau qui monte, avec des crocos? Est-ce que vous êtes client? Est-ce que ça vous donne envie? Moi, je sais pas. Tu sais, j'aimerais trop voir un croco qui a pas faim. Juste, il passe, ouais, bah ouais. Ça serait sympa à voir, je sais pas. Bah non, mais voilà, en fait, c'est la même intrigue qu'on retrouve à chaque fois tout le temps. Voilà. Est-ce qu'on va la voir, est-ce qu'on va pas la voir, est-ce qu'il l'a vu, est-ce qu'il l'a pas vu, tu vois, c'est toujours... Ouais. C'est un peu, voilà, il y a pas vraiment de choses nouvelles, donc il faut juste qu'une fois que t'es dedans, je pense que t'es dedans, quoi. C'est tout, après, je pense que ça à voir, si t'as envie d'avoir le petit frisson, est-ce qu'elle va mourir, on sait bien que non. Et donc, du coup, c'est juste ça. Ouais, est-ce que ça va être intéressant Mais c'est vrai que, tu sais, c'est typiquement la sorte de film où... il faut du John Wick, en fait. C'est-à-dire qu'il nous faut des façons drôles de mourir par un crocodile, tu vois. Ouais. Des façons innovantes. Parce qu'en fait, pourquoi... Bon, après, c'est Alexandre Aja. Moi, j'avoue, j'avais pas vu la bande-annonce, j'avais vu d'abord l'affiche quand j'étais allé au cinéma, et je me suis dit, Alexandre Aja, il y a du niveau. C'est-à-dire que même dans Piranha 3D, tu sais... c'était trop marrant parce que il y avait le côté je me prends pas au sérieux, je déconne, je prends des acteurs comiques d'ailleurs parfois aussi et voilà, et on s'amuse et en même temps je sais faire de la mise en scène de frissons et de jumpscare. Là ça a l'air un peu plus en vrai huis clos parce qu'en fait j'ai l'impression que ça se passe que dans une maison, de la cave au grenier. C'est ça. J'ai hâte de savoir ce qu'il va dire sur la Floride. C'est un sous-texte des Cubains qui viennent. Ce sera en août du coup pour voir ça. Donc si vous êtes fan du genre, n'hésitez pas à y aller. Vous nous direz ce que vous en pensez. Moi j'irai, je pense, parce que j'aime bien Alexandre Aja parce que je continue de croire qu'il va nous refoutre la même claque qu'il nous avait mis pour La Colline à des yeux. Tu sais, là où il nous a vraiment tapé dans la mâchoire. Tu vois, vraiment le film d'horreur qui fait mal. Et depuis, c'est vrai qu'il s'est laissé un petit peu peut-être dilué dans ce truc hollywoodien, ou peut-être qu'il reste à ses premiers degrés. Alors c'est cool que tu parles de Piranha 3D parce que c'était vraiment sympa. Donc je continue à espérer qu'il va nous surprendre. C'est pour ça que j'irai voir ce film. C'est intéressant, tu vois, parce que c'est typiquement un film où on se dit tiens, on va aller le voir, mais à cause du réalisateur en fait. Ouais. Tu vois, on connaît pas. Enfin, l'actrice, je l'ai vue dans d'autres conneries, mais je pourrais même pas dire son nom. Et c'est intéressant de se dire. Qu'il y a encore aujourd'hui des réalisateurs où même quand tu donnes un pitch qui est un peu moisi, même quand la bande-annonce elle est pas géniale, tu te dis ouais mais comme c'est lui, je vais peut-être aller le voir. Et il a ce bénéfice du doute. Tu te dis bon c'est quand même lui, il doit y avoir quelque chose. Oui, exactement. Il doit y avoir quelque chose en plus. On passe au débat du jour, ça vous dit ? Yes. Allez. Petit buzz du coup, c'est pas un buzz ultra récent, on va dire relativement récent qui vient alimenter ça. C'est je sais pas si vous avez vu une news qui est en train de trender de ouf. C'est que sur le live action de Ariel et la petite sirène, ils ont choisi donc une actrice américaine noire pour jouer le rôle. Et donc du coup, ça a déchaîné beaucoup de haine sur Twitter. #NotMyAriel, tu vois. Enfin, c'est des trucs assez marrants quoi. Donc il y avait ça, il y avait aussi le buzz un tout petit peu plus ancien, tu sais, de Idris Elba qui devait reprendre le rôle de James Bond et qui a officiellement annoncé qu'il ne le ferait pas parce qu'il supportait plus les commentaires racistes des gens sur les réseaux et tout, et qu'il voulait plus se mettre il voulait pas se mettre dans la position de quelqu'un qui aurait eu le rôle parce que il est, tu vois. Et du coup, ça va vraiment alimenter nos débats du jour, je pense. Donc, est-ce que vous avez suivi ces polémiques et pourquoi
pourquoi ça, je comprends pas pourquoi ça énerve. Enfin, le truc de Ariel, mais je comprends pas pourquoi ça énerve les gens, tu vois. C'est assez marrant de voir. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais. Alors, pour Ariel, peut-être que je pense que, comme nous, on sait pas nager, j'entends. Il y a peut-être une question de cohérence. Sur le gars qui rentre dans ses propres racines. Le gros cliché, je pense que c'est ça. Tu sais, attends, on a tous vu les barques de migrants arriver. Il y a personne qui survit. Donc, non, je sais pas. Franchement, je comprends pas. Mais en fait, peut-être parce que ils veulent être bercés par le souvenir qu'ils ont eu étant petits. Effectivement, c'est ce dessin animé où on voit Ariel qui est blanche. Il y a pas de débat là-dessus. Donc, du coup, voilà, une blanche rousse. On n'a peut-être pas envie de changer ça, tu vois. Enfin. Ouais, et le après, côté nostalgie qui les bloque en fait. Mais c'est vrai, et puis elle s'appelle Ariel, tu sais, peut-être qu'il y aura, peut-être que si on commence comme ça finirait par, ouais, voilà, Bintou et c'est plus Sébastien, ce serait un autre truc. Par contre, c'est pas gênant qu'un Omar soit un Antillais et qu'il ait une voix antillaise, ça c'est pas grave, mais qu'elle soit black, je sais pas, ça pose un problème, je sais pas, c'est peut-être parce qu'ils ont envie d'être bercés par leurs propres souvenirs et puis là ça collerait plus, voilà. Donc je sais pas trop. Alors moi j'en ai parlé un peu dans l'épisode que je vais sortir de Sugar Free. Abonnez-vous les gars, c'est mon Abonnez-vous. Abonnez-vous. Dans le Areskiver. Dans le Areskiver, c'est ça. C'est grave. Tu sais, j'ai commencé à faire une rant pour insulter Disney, mais pour d'autres choses. Mais bon, bref. Alors déjà, Ariel. Bon, il y a le petit côté. Bon, c'est un peu dommage pour ceux qui ont un petit kink pour les rousses, tu vois. Bon, après voilà. mais en vrai, elle vient des Caraïbes normalement, Ariel. Tu sais, parce que c'est le crabe. Même dans l'histoire, elle a totalement le droit d'être noire, en fait, si tu veux. Normalement. Et après, puis surtout, c'est une sirène, c'est-à-dire que ça n'existe pas déjà de base. Donc si tu veux que tu la mettes de n'importe quelle couleur, ça va très bien. Et en plus, quand tu sais que le personnage, enfin le conte, a été écrit par je crois que c'est un Anglais qui a écrit ce conte pour parler de son amour interdit avec un mec à cause de l'homophobie et que lui est homosexuel. Donc si tu veux, quand t'as les gars qui viennent te dire oui, il faut pas qu'elle soit noire, tout ça, c'est à cause des trucs progressistes, etc., de libéraux, etc., bah, tu leur dis ouais mais en fait c'est un conte écrit par un homosexuel à qui t'as même pas laissé le droit de pouvoir dire que ouais mais grâce à sa censure on a quand même eu Ariel. Après tant mieux du coup pour la représentativité dans les films Disney, parce que c'est vrai que en vrai là en termes de protagonistes de films Disney ou de films tout court, il y a très peu de personnes qui ont un petit peu de mélanine en fait, quoi qu'il arrive. Et c'est dommage pour le coup que c'est MGM toujours qui a la tête de James Bond, où ils ont tout vendu. Je sais pas. Et c'est dommage que clairement ils aient pas poussé pareil comme Disney pour avoir Idris Elba en fait, peu importe ce que les gens disent. Tu vois, parce qu'à un certain moment, si tu t'arrêtes à chaque voix de raciste, ça fera jamais avancer les choses. Parce qu'il y a le côté, t'es une petite noire et tu vois une noire à l'écran, ça change la donne par rapport à avoir l'habitude de ça, quoi. Donc, je sais pas. Moi j'aimerais bien que ça soit l'inverse, tu vois. Par exemple, qu'on fasse Kirikou et qu'il soit blanc. Que ça soit non mais c'est vrai. Et là on verrait si le web se déchaîne autant. Oui, tu vois. Clairement non, parce que les exemples de whitewashing ils en font tout le temps. Genre tu sais, on avait fait l'épisode Ghost in the Shell où c'était Scarlett Johansson qui faisait la japonaise quoi. Donc voilà. Et là tu vois, il y a 2-3 sites qui en parlent, mais après tout le monde est plus ou moins d'accord avec le film. Mais voilà. Ouais, c'est vrai. Mais c'est intéressant que j'ai du mal avec la dynamique Disney est assez intéressante et parce que on voit donc cette volonté qui est tout à fait louable, tout à fait noble, donc du coup pour le truc d'Ariel. Et à côté, je sais pas si vous avez vu le dernier Aladdin, le live action d'Aladdin, qui est très cool, mais clairement les acteurs sont blancs et sont maquillés quoi. Enfin, on n'est pas dans le monde arabe, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il y a vraiment, j'ai l'impression que d'un côté, tu as une espèce de volonté assez traditionnaliste, c'est Walt Disney, ça reste les vieux pots un peu de whitewashing, et c'est contrebalancé par des volontés politiques un peu inversées, donc c'est un peu déséquilibré, tu vois. Alors, autant le résultat, comme je disais, en termes de représentativité, de diversité, c'est bien. Le résultat, c'est qu'il y a un film de plus où il y a un protagoniste ou une protagoniste en l'occurrence qui n'est pas quelqu'un de normé, etc. Mais après, il faut pas se leurrer.
Disney, c'est des fils de pute, quoi. C'est-à-dire que c'est une décision marketing. À partir du moment où il y a un conseil d'administration, les gens, ils sont pas en mode on est gentil, ok? Ils sont pas en mode on est en train, oui, parce que je pense que moi, ça donnerait un bon exemple pour mes enfants, etc. Non. On est dans une logique de si on fait ça, on va se gagner cette communauté-là sur Twitter, etc. Donc, on est là pour gagner de la thune et essayer de trouver une niche qui est pas ailleurs, parce que clairement aussi, il faut revenir à la base de la base, j'en ai rien à branler de voir un reboot live de Ariel la petite sirène, en fait. Déjà, c'est pas le meilleur dessin animé, et secondo, si c'est pour refaire exactement la même, genre La Belle et la Bête, le remake live, franchement, c'était inutile, quoi. Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que même si je suis plus ou moins d'accord avec toi, Aladdin, on passe à l'arrivée à un bon moment parce que déjà, Will Smith revisite vachement bien le personnage du génie. Ouais. Et en fait, là où c'est pas mal, c'est que c'est Guy Ritchie quand même. Donc Guy Ritchie, il réalise très bien les scènes où ça bouge bien. Et il amène des petites nouveautés par-ci par-là, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y en a certains où ça sert à rien. Mais là, tu vois, sur Aladdin, je trouvais que niveau action, divertissement, il y avait quand même quelque chose d'assez grandiose dans les ballets. Il y avait presque un côté Bollywood, en fait. Tu sais, il y avait des côtés, des grandes chorégraphies et tout. C'était légèrement hybride, donc c'était cool à ce niveau-là. Ouais, mais bon, tu vois, 5 minutes de nouveauté dans 2 heures de film, je préfère que Guy Ritchie se dise genre je sors de Disney, je fais mon Aladdin à moi à partir du vrai conte des mille et une nuits, etc. Tu vois. Et puis bon, je vais redire les mêmes trucs que j'ai dit dans l'autre podcast, mais Princesse Ariel, Prince Ali, et quoi encore, La Belle et la Bête, c'est des putains de nobles et tout ça. Moi, je veux un héros Disney républicain, en fait. Moi, je veux qu'il arrive et il décapite ces putains de nobles, ok? Wow. J'en ai marre de voir des gars qui n'existent que parce que ils sont nés au bon endroit, quoi. Allez. C'est clair. C'était le coup de gueule d'Areski. et on retiendra le seul statement qui compte. Disney, c'est des fils de pute. Donc des fils de pute, excellent. Bonne transition, toute trouvée. On va passer du coup à Shaft. On va continuer notre discussion un petit peu dans cette thématique-là, puisqu'on a choisi spécialement une programmation qui alimente la question du jour, qui est assez chaude, hein, puisque c'est assez... c'est souvent débattu, ça revient un petit peu dans l'actualité, c'est la question de la diversité dans le cinéma français. Donc on va comparer ça à la positive action aux US dans les années 80. Donc la question est simple. Qu'est-ce que vous pensez déjà, pour planter le décor, on va essayer de parler vite fait de on en est où sur la diversité dans le cinéma français, voilà. Et la question sous-tendue sera, est-ce que on devrait mettre des quotas, tout simplement. On va parler cash, dire, voilà, dans le cinéma, dans un film français, grand public, il faudrait qu'il y ait tant d'acteurs issus de l'immigration africaine, tant d'acteurs noirs, tant d'acteurs arabes, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un concept malsain, ou est-ce que vous pensez que ça peut faire bouger les choses? Quel est votre avis sur la question? En fait, tout dépend de ce que tu as envie de voir. Tout dépend de ce que tu as envie de voir et le film que tu as envie de voir. Moi, je trouve que le genre et le type de film que je vais aller voir, et ben justement, après, le décor fera que les personnages soient plus ou moins variés. C'est clair que si je vais voir un film sur l'histoire de Versailles, je me dis... t'attends pas à voir Omar Sy. Non, voilà, si je vois Omar qui passe, je me dis, putain, t'es vraiment l'acteur préféré des Français pour que tu sois là. Tu vois, enfin, il y a des choses à voir, effectivement, mais voilà... Si par exemple je vais voir un film sur un film d'action, effectivement, j'aimerais bien que le flic, par exemple, soit un black, mais j'aimerais pas forcément que le voleur soit un black, ou un truc comme ça. Tu vois, j'aimerais bien que les rôles changent ou quand on aille en cité, ça soit pas les mêmes choses, parce que effectivement, alors ça peut être plus ou moins représentatif, mais il y a aussi autre chose qu'on voit et c'est très souvent négatif ce qu'on montre. Là, par exemple sur le film qu'on a vu dernièrement, dont on va parler après. Des fois ça allait dans le bon sens, mais très souvent ça allait dans le mauvais. D'accord. Et donc du coup c'est pas des choses que je voulais voir, quoi. D'accord. Ouais. Est-ce que tu trouves que France versus US, c'est du coup le US c'est meilleur en termes de justement représentativité, etc. T'as plus l'impression de voir
Il y en a plus, mais en même temps, les gens qu'on voit, ils sont vachement bons, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, aux US, tu vois, on en voit quand même des blacks, par exemple, qui jouent et tout. Et quand tu donnes des noms, t'es tout de suite en haut, quoi. Tu sors des Will Smith, des Samuel L. Jackson, des Forest Whitaker. Waouh, t'es déjà loin. Nous, je sais pas si on en a... Ouais, mais est-ce que tu vois, si tu donnes même pas la chance d'avoir un petit rôle déjà, tu deviendras jamais quelqu'un qui aura un grand rôle. Tu vois, Forest Whitaker, il a commencé par faire des petits rôles avant de parler de Samuel Jackson. Tu vois, il était le... Ouais, mais on avait des gens qui faisaient du truc pro-black, tu sais, il y avait du Spike Lee. Spike Lee, il existait et il faisait exister cette communauté. Et moi, je suis d'accord sur ça, par exemple, un truc... Ici, c'est compliqué, quoi. Qui est manqué en France, par exemple, typiquement aussi dans le thème d'aujourd'hui, il y a jamais eu de blaxploitation, en fait, en France. Ouais. Du coup, en fait, là, on retombe dans les travers capitalistes des États-Unis, mais qui font que le résultat est quand même bénéfique, dans le sens où, ok, il y a quelqu'un qui a dit, il y a une niche où on peut faire des films pour les gens qui sont noirs, en fait, tout simplement, tu vois. Et du coup, ça a permis de créer des Pam Grier, ça a permis de créer des Richard Roundtree, justement, et d'avoir toute une... ensuite, des gens qui ont été émulés par des personnages qui ont été créés, d'ailleurs, comme Shaft, etc. Et donc, des acteurs. Et donc, un pool d'acteurs qui, petit à petit, tu vas les voir, plus il y en a, forcément, statistiquement, plus il y en aura aussi dans le top, quoi. Ouais. Et en France, et on en revient sur ce que tu dis, j'ai l'impression qu'on ne veut faire des films que sur Versailles. Ouais. Tu vois ? Et du coup, si par rapport à ton thème, si tu ne donnes pas la chance à quelqu'un qui vient décider d'écrire son scénario et de produire son scénario, oui, il va y avoir que des trucs de Versailles. Et effectivement, il y aura toujours que des blancs et il y aura jamais de diversité. Donc, à un certain moment, il faut aussi... voilà, comme d'habitude, les Américains, ils ont réussi à briser un peu ce status quo par la recherche de plus de thunes, parce que les États-Unis, ça recherche tout le temps plus de thunes quelque part. Il faut fédérer l'argent. Mais du coup, oui, je sais pas, la France pourrait faire la même chose, mais même si c'est au début, entre guillemets, j'allais dire un petit risque, mais enfin, c'est-à-dire qu'il faut miser sur un truc qui n'est pas le truc d'habitude, c'est-à-dire des blancs qui font des films pour les blancs, quoi. Tu vois, même, on parle d'Omar Sy, il a fait beaucoup de films, et dans beaucoup de films, que ce soit le flic de Belleville, justement, c'est le flic de Cité, il y a Jérôme Laffitte aussi, qui est lui le flic du Haut-Paris. Ouais. Et voilà, c'est quand la banlieue rencontre... oui. Voilà, tu vois, et c'est la même chose aussi pour... C'est le flic de Beverly Hills, quoi. C'est exactement ça. C'est la même chose quand il a fait Intouchable. Il est au service d'un blanc. Et alors, aux États-Unis, ça a été super mal vu. Hein. Kevin Hart, qui a joué ce rôle, il s'est fait lyncher, quoi. Ouais. Il s'est fait lyncher parce que pour eux, non. Non, là, tu viens juste de dire qu'il y a de l'esclavage moderne, en fait. Non, on n'est pas d'accord. Et c'est gênant. C'est gênant parce qu'à un moment donné, tu bloques sur quelque chose, quoi. Et même Samba, aussi un film d'Omar Sy, c'est un émigré dedans, voilà. Et puis c'est l'assistante qui doit faire son dossier, qui tombe amoureuse de lui, voilà. Je vais te donner des papiers. Et c'est... Ouais, c'est des personnages qui sont jamais créateurs de leur propre voilà. Quoi. Il y a toujours besoin d'un blanc pour il faut un truc comme ça. Et puis ça commence depuis longtemps. Tu sais, même nous en France, tu te rappelles, les premières séries qu'on voyait, alors avant qu'on voit le Cosby Show, là où t'avais vraiment des blacks et le Prince de Bel-Air, où t'avais vraiment le black riche et tout. Avant ça, on avait Arnold et Willy, quoi. Ces deux orphelins qui sont adoptés par le richissime blanc qui a recueilli les enfants de sa gouvernante quand elle était morte, quoi. Tu vois. Mais tu vois, eux, les Américains, au moins, ils ont opéré petit à petit ce changement. Mais parce que déjà, ils ont commencé à mettre des noirs dans des trucs. Alors qu'ici, il y en a... Tu vois, Arnold et Willy, c'est américain aussi. Ouais, c'est américain. Et du coup, eux, maintenant... Mais on a eu en France. Ils en sont à un moment où ils peuvent parler de la portée du contenu, de qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un est au service de quelqu'un d'autre. Alors que nous, ici, c'est juste déjà si au moins il y en a un à l'écran... Ça Winning, va. Mais tu te rappelles du Miel et les abeilles, cette série française? Non, je me souviens. Tu te rappelles pas? Oh là là, mais c'était une souris affreuse. Il y avait un black et c'était un nain et il s'appelait Giant Coucou. Mec,
Qu'est-ce qui s'est... Tu vois? Non, mais, vous êtes pas prêts, les gars. Écoutez, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y avait une autre série, parce que moi, je peux vous le dire, tu sais, quand ils ont essayé de faire des séries où ils ont essayé d'en intégrer, où on pouvait essayer de s'identifier ou non, il y a eu la série Sous le Soleil. Vous vous rappelez de cette série Sous le Soleil? Et ben, c'était, tiens, on va adopter un noir. Et il venait comme ça, et tout. Ouais, t'es pas ma mère. Ouais, on sait. On sait, tu vois. Et c'était ça. C'était flippant. Nous, on l'a, enfin, je sais pas. Mais nous, même aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de Cliff Stable, quoi. Il n'y a pas de gens qui sont des Bill Cosby, des il est docteurs. mort. Mais il est mort de fou. Il avait fait un truc de fou. Le gars se retrouve à être l'un des plus grands violeurs de l'histoire d'Hollywood. Le mec, attends, son rôle, c'était un gynécologue. Et il a pris ça en vrai. Il s'est dit, vas-y, dans la vraie vie, maintenant, ça fait 25 ans que je suis gynécologue à la télé. Ben, je vais le faire en vrai. C'est ouf. Il a oublié qu'il était plus là, quoi. Est-ce qu'un reboot du Prince de Bel-Air avec une minorité en France est possible ou pas? Est-ce qu'un Prince de Bel-Air français, c'est possible ou pas? Avec vraiment c'est-à-dire de faire une translation en France avec une minorité. Alors en fait, c'est très intéressant ça parce que ils l'ont fait, mais ils n'ont pas eu les balls de faire jusqu'au bout. C'est Neuilly ta mère. Tu sais? Ouais. Okay. Et ben non, parce que Neuilly ta mère, il va chez qui? Il va chez des gens qui sont pas maghrébins. Exact. Et en fait, alors, ils auraient très bien pu le faire. Ils auraient très bien pu faire que la famille dans laquelle il va, ils sont à Neuilly, mais c'est des notables, c'est des maghrébins quand même. C'est des notables, hein. Mais c'est Rachida Dati, tu vois. Ouais. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait alors que ça existe, tu vois. Et donc en fait, tu fais, mais quand est-ce que... Ouais, je sais pas en fait. Oui, peut-être que... en fait, oui, je pense que là, on est vraiment en retard, mais... Et franchement, je sais pas si je vais en parler après, mais j'ai vu le film Made in China. Avec Frédéric Shaw, je l'ai vu avec Duck la dernière fois, et c'est pire que tout ce que j'ai pu imaginer, parce que déjà c'est ultra chiant, c'est pas drôle, et c'est même pas assez raciste fun pour prendre du plaisir comme un qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour dire, ou pour crier à l'écran vous êtes raciste et tout ça. C'est qu'en fait c'est tellement timoré qu'il y a du racisme, mais qui est un peu masqué et que tu te dis, putain, il y a des spectateurs qui doivent se dire c'est pas raciste. Ouais. Alors que ça, c'est-à-dire qu'en gros, pendant tout le film, ils sont là, genre, vous arrêtez de faire les accents chinois, ok, c'est raciste. Mais toutes les blagues du film, elles sont basées sur les gens qui ont des accents chinois. Wow. Donc en fait, bref. Il a essayé de contourner le problème, mais en fait, non, il rentre dedans à chaque fois. Exactement, ils utilisent le problème pour... C'est fait par Philippe de Chauvron ou pas? Ouais, il doit produire le truc. Mais ça, c'est toute la. Il a dû mettre un billet. En fait, c'est que quand tu parles de la blaxploitation dans les années 70 aux USA, ce qui est en fait super novateur et ce qui est très sain à mon avis dans ce truc, c'est que la blaxploitation, c'est tout le monde. De A à Z, de la production, la réalisation, fait partie de la même communauté en fait. Et on a les clés du camion, tu vois. Et là, clairement, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Si à la tête, tu vois, tu mets Philippe de Chauvron, c'est ça, le message est un peu biaisé, tu vois. Ouais. Et après, je pense clairement qu'on a 40 ans de retard, parce que c'est vrai que même si les Américains ils ont beaucoup de défauts, à mon avis, là, le truc a été fait, au moins il a été traité, le truc a été traité, parce que tu vois, donc années 70, Blaxploitation, Shaft et tout, après les années 80, t'as les années Reagan, où t'as clairement le conseil d'administration qui dit non, clairement dans le film, il faut 50% de ça, 40% de ça, etc. Et c'est marrant, tout à l'heure on parlait de Alien 2, et dans Alien 2, c'est ça, et ça en est tellement, c'est presque trop visible pour que les gens comprennent, puisque tu sais, dans l'équipage d'Alien, tu vois, t'as tant de pourcentage de gars, ils sont blancs, t'as genre 2 noirs, et t'as une Mexicaine, c'est Vasquez, qui a son bandana rouge pour que le gars moyen comprenne bien, oui, il y a un Mexicain qui arrête pas de parler avec un accent, voilà. Donc tu vois, il y a clairement toutes les minutes, il devait dire quoi exagéré, mais il y a cette volonté un petit peu de dire, voilà, le panorama, il est comme ça, donc dans mon film de science-fiction, le panorama, il va être le même. Après, t'as le truc et dans le même temps, c'est intéressant que tu parles du flic de Belleville, t'as le flic de Beverly, c'est Eddie Murphy, donc clairement, t'as ce personnage qui arrive, qui lui, alors c'est un personnage comique, certes, tu vois, donc t'as plein de gens qui diront oui, mais c'est juste un gars qui est là pour faire des blagues et tout, donc c'est pas vraiment, on le prend pas au sérieux, c'est les critiques qui avaient été faites pour le fait de prendre Eddie Murphy dans ces années-là. Mais au moins, il y a quelque chose qui est fait. Et après, tu as le truc des années 90 où là, tu as l'élément déclencheur. Tu sais, c'est le passage à tabac de Rodney King qui va du coup déclencher les émeutes de Los Angeles, etc. Le rap, machin, les gros films des années 90. Et là,
du coup, donc tu as Spike Lee aussi, c'est le début de Spike Lee. Ouais. Et là, en fait, tu vas voir des gars émerger, tu vas voir des Denzel Washington, tu vas voir, comme tu disais, des Will Smith, des Morgan Freeman, et des gens qui, en fait, ne sont plus là parce qu'ils sont, mais parce qu'ils sont talentueux, tu vois. Et ça, c'est vraiment... Et donc là où on a 40 ans de retard, c'est que là où tu vois, nous on a Omar Sy, Intouchable. Donc le personnage de Intouchable, c'est un personnage qui est déjà de base assez marqué par sa communauté. Donc tu vois, voilà, tu as Intouchable, on remet le curseur à Flic de Beverly Hills, et peut-être que dans 40 ans, tu vois, si on fait quelque chose... Mais même pas, parce que tu as Intouchable, on est dans Miss Daisy et son chauffeur, en fait. On est encore en France dans du Sidney Poitier, du « Ah, c'est cool », parce qu'on le remarque, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et on n'a pas un gars... où juste, en fait, tu fais ton film, mais ton thriller, mais juste, putain, à la place du 7e film avec Gilles Lelouch, mais quelqu'un qui vient d'autre part, en fait. Tu vois ? Et ça se fait toujours pas. Alors, pour vous dire, Insider Information, ce que j'ai appris, un truc de fou, des directeurs de casting de ciné en France, c'est que quand le scénariste, le réalisateur ne mentionne pas que tel ou tel personnage doit être de telle ou telle couleur ou ethnie, le directeur de casting ou la directrice de casting, il met caucasien, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire c'est open à tout le monde, non, il est blanc, ce personnage. Donc... alors que la personne à la base qui a écrit le truc, elle dit c'est bon, c'est ok. Ouais, c'est ok. Hein. Autre anecdote, je dirais pas le film, mais en gros, quelqu'un a casté un rôle pour un noir dans un film. Il y avait un autre rôle où c'était open, peu importe justement le truc, mais la réalisatrice a dit lui il est bien, prenons-le, et il est noir. Et la productrice du film a dit c'est le film de la diversité. Genre, tout ça parce qu'il y a 2 noirs, tu vois. Genre, parce qu'il y a un gars, il va passer littéralement 20 secondes à l'écran. Donc, tu vois, est-ce que vous voyez le niveau où on est ici, quoi ? Mais qu'est-ce qu'il va manger ? Qu'est-ce qu'on va mettre à manger sur le plateau ? Enfin, si, c'est vrai que si Omar Sy, peut-être lui, il a le pouvoir là maintenant. Ouais, il en a fait d'autres où c'était un peu plus intéressant. Des trucs à base de... Mais ouais, même lui, il s'est exilé pour aller jouer 2 minutes dans un X-Men aux États-Unis. Ouais, c'est clair. Et c'est marrant parce que j'ai eu une discussion, je t'en ai parlé vite fait, j'ai eu une discussion avec Monsieur Grua, professeur d'histoire mythique de notre enfance. Et on parlait de ça vraiment, et lui, il était très renseigné sur le sujet, et on parlait de ce qu'on appelle la discrimination positive, donc la positive action aux US, et on en a discuté, et c'est vrai que, et moi j'étais d'accord avec lui, parce que j'avais à peu près la même idée, que même si le concept est très discutable, au moins tu fais quelque chose. Ouais. Et si à un moment donné tu jettes pas une grosse boule de bowling pour faire péter les quilles et tu dis pas c'est comme ça et ça sera pas autrement, si tu attends la bonne volonté des gens pour dire ah mais oui mais non tout ça, il y a rien qui se passe en fait. Il y a rien qui se passe, et dans une dynamique utilitariste, le résultat c'est que voilà, ils ont commencé il y a 40 ans, et le résultat c'est que aujourd'hui on peut clairement dire que un acteur qui est un acteur donc African American, donc acteur noir américain, il est là pas parce qu'il est noir mais parce qu'il est talentueux, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Et ça paye maintenant. Et c'est pour ça que moi déjà, et puis voilà, t'as ce truc français aussi de si tu vas même sans aller jusqu'à le côté de la retenue ethnique un peu, tu prends en France déjà, tu regardes aux 20h, il y a personne qui parle avec autre chose qu'un accent parisien au journal de 20h, tu vois. Donc c'est déjà au-delà de ça, mettons un peu mais déjà à la télé aussi, enfin si tu regardes le panorama de la télévisuel, c'est un peu la même, je crois. Enfin, franchement, si tu regardes les émissions de grande écoute, c'est pas très, enfin, il y a pas trop de mixité, quoi, je trouve. Donc, mais bien sûr. Peut-être voilà. Tu sais, en France, il y a ce côté spectre du truc ultra républicain, de tout le monde a la même chance, donc ça sert à rien de faire une discrimination positive, mais c'est pas vrai en fait. C'est juste factuellement pas vrai. Il y a eu une étude qui était sortie comme quoi ça prenait 6 générations pour quelqu'un de la classe pauvre, en gros, de devenir classe moyenne. Donc, si tu veux, non, en fait, c'est que clairement, ça fonctionne pas. Et c'est vrai que, oui, ça passe par un côté de soi-disant injustice, mais comme la société est injuste,
forcément, il faut faire quelque chose, effectivement. Et surtout, le côté de se dire, ça va payer en moyen, voire long terme. Parce que, comme tu le disais, là, voilà, le truc de Reagan, si ça paye maintenant. Et encore, c'est pas plus génial non plus aux États-Unis, mais au moins, c'est un peu les fers de lance dans cette discussion, quoi. J'avais peut-être prévu d'en parler à la fin, mais on peut peut-être en parler maintenant parce que c'est vraiment dans le thème et peut-être ça va décrocher. Mais est-ce que vous avez vu Black Snake de Angie Joll ? Ah, je l'ai vu, ouais. Non, moi je l'ai pas vu. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à... Parce que moi, j'ai vraiment bien aimé. Et si on le fait rentrer dans cette thématique-là, c'est-à-dire parler de diversité, parler de ses origines dans le cinéma français, avec un film qui... C'est pas un blockbuster, mais il y a quand même un bon petit budget, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses ? Là où c'est positif, c'est le côté... en fait, on revient sur du Eddie Murphy. C'est-à-dire qu'en fait, je suis connu par du stand-up, et donc par un médium autre que le cinéma, qui peut m'attirer des fonds pour faire mon propre film, en fait. Du coup, ça au moins, j'ai envie de dire, c'est positif. Après, le film en lui-même, je l'ai pas trouvé génial. Il y a des, je vais pas te cacher qu'il y a des trucs, il y a des trucs qui sont très drôles. Et en fait, ça vient toujours de dialogues de Angie Joll, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a des trucs où il se passe des scènes et il dit quelque chose et c'est ça qui me fait vraiment marrer. Genre, à un moment, tu sais, quand il y a son père adoptif qui meurt et qui dit « C'est vraiment dommage !» Il était crié, tu sais. Et ça... il y a des petits trucs comme ça qui sont drôles. Il y a des... après, voilà, ça se veut, un film des années... Justement, de Blaxploitation. Là, je suis un peu déçu sur le fait que ils aient pas tenu ça tout le long du film, parce qu'il y a des trucs aussi qui sont un peu problématiques aussi dans tout ce film, mais bon, oui, tu me diras, au moins, c'est un film où il y a que 2 blancs, quoi. Et en plus, j'aime bien, c'est Edouard Baird qui joue un espèce de diplomate colon, tu sais, qui joue super bien, qui est toujours dans les petites soirées avec le dictateur, tu vois, c'est assez cool. Moi, il y a 2 trucs qui me marquent dans ce film que j'aime bien, c'est que je trouve ça intéressant que au moins, j'ai l'impression que Thomas Njijol, il essaie de dire quelque chose, tu vois, j'ai l'impression qu'il essaie de dire, notamment il y a une scène qui me marque, tu sais, c'est une scène, à un moment il est en pleine nature et il conduit une 4L en buvant de la bière, il chante à tue-tête de la nostalgie française, tu sais, et j'ai vraiment l'impression qu'il essaie de me dire que, tu sais, cette espèce je sais pas si on peut aller jusqu'à dire que c'est un mal-être, mais ce truc d'être français d'origine africaine, tu sais, de devoir revenir en permanence et devoir te justifier. Il y a un autre gag assez marrant, c'est que pour faire croire qu'il est un peu de là-bas, il essaie de prendre un accent et les gars comprennent qu'il a pas l'accent, tu sais, ils disent pourquoi t'as pas l'accent, et du coup il essaie de faire un accent mais il n'y arrive pas à le faire, et tu vois, c'est que plein de petites blagues comme ça que j'aime bien, et clairement c'est sur un spectre, tu vois, tu parlais de Made in China. Ben là, ce film-là, il est quand même vachement plus intéressant, quoi. Oui, tu vois, bien sûr. Mais après, tu vois, on est encore sur des choses timides dans les choses qu'on veut dire. Moi, typiquement, c'est vrai que... oui, c'est des choses très, très intéressantes sur ce sujet. Le côté un peu... je suis ni totalement français, ni totalement africain, etc. Mais c'était pas vraiment traité. C'est-à-dire qu'effectivement, à part 2-3 blagues qui en parlaient, c'est pas ouf. Après, rappelons-le, on l'a déjà dit dans ce podcast, le premier film français à parler de l'esclavage, c'était Case Départ, avec et de Fabrice Eboué et Thomas. C'est quand même, genre, il y a 4 ans, quoi. Tu vois le premier, et c'est la France qui a inventé le cinéma, quoi. Donc, si tu veux, on est quand même sur un truc, dès qu'on doit parler des personnes qui ont été colonisées, on a un petit retard, quand même. C'est vrai. Bon, est-ce que vous voulez faire la transition directe et attaquer avec premier de la classe on va continuer à parler dans cet esprit. Donc je vous écoute. Quelle a été votre expérience du film Premier de la classe? C'est un film qui est sorti le 10 juillet 2019 de Stéphane Benlassen avec Moutamba Kalonji, Pascal Nzonzi et Michel Larocque. Alors le synopsis, Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il est premier de sa classe, enfin, c'est ce qu'il fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué. Petit clip. Lui, c'est mon père. Son langage préféré, c'est le langage corporel.
Mais y a pas que mon père à avoir son langage bien à lui. Y a le langage des profs, Continue de descendre où tu trouveras du pétrole. et y a mon langage à moi. Bon, ça c'est ton faux bulletin, ok? Mensonge, baratin, mytho. Je préfère un 16 qu'un 3 sur 20. Premier de la classe. Tu es ma fierté. Et un jour, tu seras président. Tu me fais marrer avec ton père. C'est parce que tu l'as pas en face de toi, hein. Je viens voir à la réunion parents-prof s'il fait si peur que ça. C'est quand? Mardi, ils viennent d'envoyer les convocations. Cette fois, j'étais mort. Beaucoup de clichés. Hein, beaucoup de clichés. Le père africain, très dur. Tu sais, c'est un dictateur quoi, à la maison qui force ses enfants à être au top de ce qu'ils peuvent être et très violent, bien entendu. Le petit Abou, pareil. Du jeune de quartier, échec scolaire, ça marche pas, qui lui sauve la vie. Et ben, Michel Larocque, c'est sa prof. C'est sa prof. Alors, elle y croit pas. Et après, il y a un petit message de sa fille qui dit « Ah, il faut le sauver !» Et elle dit « Bon, bah ok, et je le sauve !» Et du coup, les autres... Bref, il y a plein d'intrigues, je vais pas tout raconter non plus, mais c'était plein de clichés. Mais il était drôle, il y avait des choses qui étaient vraiment drôles dedans. Il y avait des rappels avec des vannes qui étaient quand même bien écrites. J'ai trouvé ça intéressant. Mais après, le film se regarde, je me suis pas trop ennuyé, mais effectivement... on savait où ça allait en venir, quoi, voilà. On savait comment ça allait se dérouler. Pas de surprise. Il y avait pas de surprise, voilà. C'est toujours pareil. Ouais, je réussis parce que je triche. Ah, je me fais prendre, donc tout le monde me déteste. Mais je fais plein d'efforts pour revenir et après tout le monde m'aime à nouveau et après happy end, quoi. Okay. Donc il y a pas trop de surprises là-dessus. Mais moment intéressants. Est-ce que toi tu le recommanderais pour le coup à voir ou pas? Alors je le recommanderais en VOD. Voilà, vous êtes à la maison, vous le regardez. Ouais. Je sais pas si t'as pas de carte cinéma, ouais. Je sais pas si tu vas mettre 9 ou 10 balles ouais, ou 15 balles ou te déplacer, payer le parking ou une trottinette pour aller voir le film. Je sais pas si je ferais tout ça. Okay. Mais à la maison, il se regarde bien, quoi. C'est un bon film, voilà. Jean-Yves ? Écoute, ce film, il est clairement dans la continuité du Deux Chauvrons Clavierverse, quoi. C'est-à-dire l'univers qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où clairement le personnage de Pascal Nzonzi, donc c'est un peu le même gars qu'il était dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, donc un personnage assez stéréotypé, donc qui a marqué les gens, donc les gens vont dire voilà, ce gars il est comme ça, voilà, on va encore plus loin, c'est-à-dire le gars il met des habits où il y a les présidents français dessus, enfin je comprends pas ce délire là. Ce film il est je sais pas, il est relativement plaisant, enfin je sais même pas s'il est plaisant, c'est la petite comédie, j'essaie de me placer sur un truc mainstream général pour je dirais c'est la petite comédie qui passe bien. Maintenant pour moi il y a trop d'éléments de réalité qui sont pas acceptables et qui me font faire des blocages en permanence. Donc j'en parlerai quand on parlera des personnages secondaires, mais il y a des trucs vraiment qui sont pour moi qui sont quasi insupportables, notamment sur les profs, sur certains personnages qu'on veut te faire passer. Moi, le truc que j'aime le mieux dans ce film, c'est les personnages secondaires, c'est-à-dire Nicole Ferroni, les faux profs. Voilà, il y a aussi Nadia Rose ou je sais plus comment elle s'appelle, celle qui joue la prof d'anglais en fait, la fausse prof d'anglais. Et il y a aussi Thomas VDB qui joue le faux prof de PS complètement con. Donc il y a 2-3 trucs comme ça marrants. Je sais pas trop quoi en penser en fait. On reste dans du stéréotype, et là quand je vois ce film, tu vois, on a eu ce débat avant de on en est où sur la diversité, ben là je crois qu'on est très loin du compte en fait en termes de je sais pas, enfin je peux pas me mettre à la place des communautés qui sont décrites dans ce film, mais je sais pas si les Français d'origine africaine sont contents quand ils voient ce film en fait. Voilà, c'est-à-dire moi je me pose la question, je sais pas si quand tu vois ce film t'es content du message qu'on essaie de faire passer. Voilà, donc on pourra en discuter après. Donc voilà, après tu vois, c'est-à-dire que dans l'ossature du film, moi j'aime bien le côté le Ocean's Eleven, un peu de ce gamin qui essaie de monter un heist, tu sais, à monter le collège, à mettre des fausses pièces, voilà, il y a un truc qui est marrant à ce niveau-là, qui est cool, rigolo, mais après il y a trop de trucs c'est vraiment
c'est un peu ridicule, quoi. Donc si je devais mettre une note à ce film, je mettrais 2 sur 5 parce que ça vaut clairement pas un détour par le cinéma. Comme tu disais, c'est de la VOD. Ouais, c'est de la VOD. Ouais. Tu regardes ça de façon anecdotique. Ce film, il est anecdotique, en fait, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, tu regardes ça de façon détendue, mais de là, te faire organiser un trip ciné pour voir ce film, c'est un peu de l'arnaque, quoi. Il était meilleur que ce que je pensais, en fait, parce que vraiment la bande-annonce me faisait peut-être aussi penser que ça allait être un peu, j'allais dire pas trop stéréotypé, mais peut-être avoir des propos un peu malsains, justement. C'est pour ça que moi, pour le coup, je n'irais pas dans ton sens pour dire que c'est le Chauveron-verse, parce que je le trouve quand même un peu plus malsain, le Chauveron-verse, que ce film-là, tu vois. C'est vrai. Mais par contre, alors 2 choses déjà, la bande-annonce avait raconté quasiment tout le film, et c'est vraiment dommage, parce qu'en fait, quand tu vois le film, tu te rends compte que tout ce système qui est donc donné dans la bande-annonce, donc tout le heist de faire un faux conseil de classe pour son père et le vrai conseil de classe pour son vrai père, tu le vois dans la bande-annonce, et en fait dans l'équilibre du film, tu vois que presque c'était une surprise. Or, c'est pas une surprise parce que ça arrive à la 40e minute, en fait. T'as le temps de te voir. Et donc, je pense que c'était même pas fait pour être dans la bande-annonce. Enfin, bref. Donc, je pense qu'il est assez déséquilibré, en fait, aussi. C'est-à-dire que moi, j'aurais plus aimé le voir à bout très débrouillard, très, comme tu disais, Danny Ocean, en fait. Voir des petites astuces, des bons petits gangs. Je fais aussi peut-être déjà des petits coups un peu comme ça, mais... Montrer qu'en fait, ce coup-là, c'était pas son premier coup d'essai et qu'il faisait déjà plein de trucs comme ça et sur lequel il s'en sortait tout le temps. Et de montrer que c'était un fin stratège tout le temps, quoi. Exactement. Parler de quelqu'un qui a déjà tendance à faire ça. Moi, j'ai moins à redire sur Pascal Nzonzi qui joue le père. Parce que, en fait, je me dis, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est un cliché. Mais il existe. Le pourquoi de son comportement est bien amené. Dans des scènes, d'ailleurs, que je trouve parfois assez émouvantes et plutôt bien faites. En fait, je pense à 2 scènes en particulier, on en parlera peut-être après. Et donc, je me dis, certes, c'est un personnage haut en couleur, mais on a le droit, en fait, d'en avoir dans des films comme ça. Après, je comprends que de manière générale, c'est encore une fois, pour le coup, c'est toujours pas Huxtable, quoi. Voilà. Et encore une fois aussi... Et c'est ça qui est dommage. Alors certes, Michelle Larocque, c'est cool, elle joue bien. Et d'ailleurs, tous les acteurs jouent bien, hein, même les enfants, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal dans ce film. Mais c'est encore une blanche qui sauve la vie du petit. Exact. Donc, voilà. Et c'est ça qui est triste. Et en plus, il y a en plus blanche et puis bourgeoise, quoi. Il n'y a pas plus versaillaise que Michelle Larocque, quoi. Franchement, avec son brushing et tout et ses grosses perles, enfin, c'est limite, c'est trop, en fait, tu vois. Avec sa fille qui fait des concertos de piano devant toute. Ouais, ça me semble bizarre. En fait, en vrai, c'est moi, chaud, je me suis dit, est-ce que sa fille, elle serait scolarisée dans cet endroit-là, en fait, tu vois? Ouais, non, mais c'est là qu'on voit qu'il y a un truc qui est pas. Enfin, en fait, si tu veux, c'est marrant parce que quand tu parlais du personnage de le papa, en fait, moi, c'est pas lui qui me pose problème, c'est justement les trucs qui me posent problème, c'est les éléments qui vont devoir maintenir un équilibre. Et le plus gros problème, c'est la petite blondinette qui a une tête à s'appeler Prune. Elle a l'accent de Saint-Germain-des-Prés. Ouais. Et elle est là, on fait croire qu'elle est dans une ZEP. Exactement. Tu sais, ça n'a aucun sens. Exactement. C'est-à-dire que elle, normalement, si elle était vraiment en ZEP, elle s'appellerait pas Prune, mais elle s'appellerait certainement Tiffany, tu vois, ou Shannon, je sais pas. Exactement. Et en fait, voilà, c'est ça le problème, c'est que l'équilibre, il est faussé par rapport aux éléments qui sont complètement irréalistes, en fait. Ouais. Voilà. Et pour rajouter, enfin, c'est pas on va refaire le film, mais ça aurait été pas mal de choisir une prof noire, en fait. Qui aurait décidé de lui dire, et pareil, sa fille, elle serait noire aussi, mais extrêmement bonne élève, mais extrêmement, le truc raciste, tu sais, ce truc, mais parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a ce sous-entendu dans ce film, à aucun moment on se pose la question de est-ce que la petite blanche, elle est bonne élève ou pas? Non. C'est sûr qu'elle est de bonne élève. Bien sûr, elle fait du piano. Oui, c'est sûr. Tu fais du piano, donc, et du coup, derrière, si t'es des minorités, c'est sûr que t'es en dessous de la moyenne. Regarde, attends, mais même les profs bidons. Ouais. Il y avait un sapologue, s'il te plaît. Tu vois, c'était Issa Dumba. Non, mais sérieux, c'est abusé. La prof d'anglais, c'est une rebeu. Tu sais, wesh, tout ça, le prof de français, c'est aussi un rebeu. C'est un blédard qu'ils ont pris dehors. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même les faux profs
on leur donne pas. Alors qu'ils mettent un mec qui sort de ZAD pour dire que lui, c'est un prof de sciences, je crois. Tu sais, à un moment, il y avait un mec avec des locks, Ouais. et on disait, ouais, lui, c'est un prof de je sais pas quoi. J'avais vu Vénus sur le Ouais, tableau ouais, ou quoi que c'était ce un soit. prof de SVT, Donc, t'avais l'impression que ouais. c'était un prof de SVT. Donc, même lui, ils ont dit, ah, non, peut-être pas. On va quand même laisser une couleur. Et tous les fakes, c'est ça. Tous les fakes, c'est encore pire que tout. Et Et d'ailleurs, le prof ouais. de sport, le seul mec qui disent, bah, c'est le mec qui travaille au T'as supermarché. un autre élément qui est complètement over the top, c'est tu sais on est dans une banlieue, dans une cité, et on te fait croire que donc du coup il y a une espèce de garden party Pinterest avec des ampoules, mais ça n'existe pas. Franchement, on est d'accord ou pas? Enfin, tu sais, il y a des espèces de translation d'éléments, tu sais, à l'américaine, à la Netflix, tu sais, dans une. Enfin voilà, il y a plein de petits éléments comme ça qui en permanence te font sauter l'accord de réalisme, tu vois. Ouais. Et c'est bien dommage parce que je sais pas si tout le monde verra ces petits éléments. Donc voilà. Ouais, mais je pense que c'est pour des gens qui savent pas du tout, quoi. Parce que, par exemple, dans la salle, on n'était pas beaucoup, il y avait un petit panel, et j'étais le seul blague du truc, quoi, en fait. Après, voilà, c'est Saint-Michel, hein, mec. C'est encore pire ce que tu viens de dire. UGC Odéon, je suis la personne la plus bronzée de mon quartier. Hein, Ouais, je te le donc, dis. Ah, mais tu sais, on a bien vu le type de personnes qui allaient voir ce film. C'était, voilà, on s'est dit... Ouais. voilà, Mais ça leur suffit, tu remarques leur que suffit ça a tout ça. rigolé au moment où ça veut que ça rigole, etc. Ouais. etc. Je pense qu'ils ont la réalité de ce qui se passe vraiment en France avec des films comme ça. Ouais. Ils vont pas voir... c'est comme ça, en fait, parce que ils l'ont dit dans le film. Le discours de Michel Larocque à un certain moment bon, enfin, on rentre dans le spoiler ou pas, là? On peut y aller. je pense. Allez, donnez vos notes et puis on passe au spoiler. Ok, moi je vais être comme toi, je vais dire 2 de Miam. Ouais, moi, j'allais dire 2,5. Voilà, 2,5. Allez, moyenne. Alors, bon, ok, rentrons dans les trucs spoilers. Voilà, j'ai envie d'être sympa sur 2 scènes pour le coup, toujours avec le père. Alors moi, voilà, c'est peut-être parce que c'est l'immigré qui parle, c'est des trucs où genre c'était un peu similaire dans mon éducation, le besoin d'excellence, tu vois. La scène où il est avec son fils au restaurant. Au C'est restaurant, ouais. quand il le félicite de ses bons résultats et qu'il lui dit, tu vois, moi, en gros, je me suis tiré de la misère avec mes pieds et toi, tu vas t'en tirer avec la tête. Exact. Et ça, c'était Très bonne phrase. c'était vraiment bien. Et il y a une deuxième scène aussi, merde, avec le père, et je suis désolé, mais merde, je crois que je me souviens Ils sont plus dans du la tout. chambre avec la mère. Ah oui, peut-être, ouais, exactement. Ah, Dans la t'inquiète. chambre avec la mère. J'ai vu que t'as pleuré à ce moment-là, donc du coup, j'ai dit, ah tiens, ça le touche. Ça le touche. Ouais, la deuxième. Alors, pour le coup, ça, c'est aussi un peu dommage dans ce film. Le rôle de la mère et le rôle des frères est quasi Effacé, inexistant. C'est juste Ouais, pour c'est dire, effacé. regardez. J'aime pas. Enfin, là, pour le coup, j'ai pas trop aimé. La mère, elle est juste là pour, en gros, faire à manger. Quand elle est pas là, du coup, il y a personne qui fait à manger. Exact. Mais elle n'existe pas, en fait, sinon. Mais après, il y a juste une phrase qui résume bien que c'est elle la patronne de la maison, mais on voit rien en fait. Ouais, c'est faux, en On fait. voit de rien, dire ça. ouais, En on fait, voit rien. me le dis pas en voix off. Montre-le-moi avec des actions. Et Ouais, il carrément, faudrait ouais. qu'elle parle un peu plus. Bref. Et donc voilà l'autre scène où il y a cette discussion où là et c'est ces scènes-là, moi, qui me valident le personnage du père et son autoritarisme un peu déluré, tu vois. Ouais. Mais voilà, de l'autre côté, t'as Michel Larocque qui va soutenir un discours réel de oui, les chances sont pipées, etc. Elle va le dire ça non, pas le recteur de l'académie, mais genre un inspecteur de l'académie. Voilà, elle va tenir des discours comme ça, mais en même temps, la morale quand même du film, c'est qu'en fait, si tu travailles, tu vas dans un lycée à Saint-Michel, justement, à Saint-Germain-des-Prés, à la fin. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Donc, Avec que des blancs, avec 100% de blancs, tu sais, des blonds, ils sont blonds, ouais, tout, ouais. Donc clairement, en plus c'est ouf ça, parce que aussi c'est comme ce que je disais tout à l'heure, ça rentre en toi. Le premier truc que tu t'es dit en regardant ce truc, tu te dis ah c'est bon, c'est un bon élève maintenant, il est dans un bon lycée. Pourquoi? Parce que tu vois des blancs en fait. Ouais. On est à ce point-là de te faire du coup persévérer. Il est où son pote le Syrien? Il est où? toi. Il est où son pote le Syrien? Est-ce qu'il est au même lycée? Oui, On l'a c'est plus ça. vu lui. Ouais. Moi j'aurais aimé qu'on le voit. Hey, tu vois, avec du miel. J'aurais aimé qu'on le voit lui. J'aurais aimé qu'on le voit. Ouais, Ouais, ça du coup, c'est une phrase, c'est une private joke. Si vous avez pas vu le film, vous pouvez pas comprendre le miel. Voilà.
Mais ouais, c'est vrai que, en fait, ouais, a posteriori, quand tu analyses comme ça, c'est un peu pernicieux quand même. Parce qu'en fait, pour le coup, là, moi, je vois de la bonne volonté dans ce film, mais dans quand même un peu une bonne direction. Parce qu'aussi, il y a une volonté de faire un film comique, quoi, drôle. C'est-à-dire que, tu vois, le côté, l'idée des faux conseils de classe, l'idée de recruter les Avengers des profs moisis, c'est une bonne idée. Et de leur donner chacun des personnalités totalement connes et tout ça. C'est des bonnes idées pour faire une comédie, tu vois. Donc là, moi, j'aime bien quand au moins il y a quelqu'un qui veut faire un film drôle et pas que juste faire le jeton. Tiens, on a fait un truc pour les citer. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont agacé? Qu'est-ce qui t'a agacé dans ce film? Moi, ce qui m'a agacé, c'est effectivement c'est le casting. Tu vois, le casting des faux profs. Tu vois, j'ai trouvé ça un petit peu déplacé. Ce qui m'a agacé aussi, c'est que la violence du père. Alors, effectivement, des fois, c'est fatigant de voir que ça, que les parents qui viennent d'Afrique avec leurs enfants sont très violents. Ouais, parce que c'est pas de la. Alors, sous prétexte que c'est pas de la violence physique, les gens essaient de te dire ça va. Voilà, mais en fait, c'est quand même. C'est de la tyrannie, quoi. Psychologiquement. Leur faire faire le ménage, le truc tout le temps. Je trouve que c'est abusé. C'est pas vrai. Et puis, c'est pas la réalité, en fait. C'est pas la réalité. Alors, effectivement, les parents sont un peu plus. Ils veulent qu'on réalise la chance qu'on a d'être ici. Parce que moi aussi, je suis parent de. Je suis un enfant de parents immigrés. Mais c'est pas du tout comme ça. Après, le boubou avec les présidents. Alors, moi, j'ai compris l'image. Parce qu'en fait, voilà, c'est. Très souvent en Afrique, les présidents français, comme c'est eux qui placent les présidents locaux, donc du coup, il y a une sorte de ferveur avec les présidents qui sont été élus et ceux qui sont... Et quand ils viennent en France, c'est une sorte de remerciement. Ah, merci pour ce que vous avez fait là-bas et ici. Donc du coup, on vous rend hommage et honneur. Et en fait, c'est ça. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Parce qu'il y a certaines valeurs que nous, on croyait, africains, que les présidents avaient. En fait, c'est totalement... Ils sont totalement à l'ouest sur tout ce qu'on dit. Les clichés m'ont vraiment trop agacé, quoi, parce qu'il y en a qui réussissent, il y en a plein. Moi, entre guillemets, je m'en sors bien et j'ai pas eu de père violent, quoi. Voilà. Ouais, moi, ce qui m'a agacé, c'est juste la place inexistante de la mère et l'immobilisme total des frères, le fait qu'ils ont rien créé pour tous ces frères. Il y avait quand même 3 personnes et ils leur ont pas donné de vie, en fait. C'était un décor. Et c'est bizarre, je trouve. C'était juste un décor, en fait. Ouais. Pour que les scènes dans les chambres soient moins vides. Ouais. C'était juste ça, quoi. C'était des colloques de prison. Je te jure. Ouais. Et toi, c'était les trucs, le truc côté prof, en fait. Ça. Alors c'est vrai que moi j'ai pas mal de trucs qui m'énervent parce que j'ai une petite expérience en tant que prof et en plus ce prof dans des cités sensibles parce que j'ai été prof à Trappes dans le 78 et j'y ai même habité. Ouais. Déjà il y a énorme dans les collèges, les lycées en ZEP, il y a de la diversité chez les profs. Donc tu vois. Et il y en a pas mal. Et du coup, c'est l'image qu'on lui donne, déjà, elle est fausse. Ce n'est pas vrai. Les équipes qu'on voit sont pas vraies. Et puis, tu as aussi cette espèce de truc complètement caricatural de la vétusté, tu sais, où tu as l'impression qu'il y a 2 cm de poussière sur les tables. On leur donne des ordinateurs IBM de 1983, tu sais, qui sont genre épais de 10 cm. Ce n'est pas vrai. On a du matériel neuf. Enfin, il n'y a pas de souci. Il y a un énorme problème que j'ai aussi, c'est avec l'inspecteur de l'éducation nationale qui a une tête de boucher charcutier. Il est sapé comme Jacques Chirac dans les années 80. Franchement, en fait, c'est cette espèce d'homme politique vieille France, tu sais, qui des années, enfin voilà, ça n'existe pas. Enfin, ce côté autoritariste, voilà, on est dans les années 80, quoi. C'est les années Michel Leb, franchement, tu vois, c'est pas du tout ça. Et après, c'est intéressant au niveau des profs parce que tu as Michel Larocque et Nicole Ferroni qui sont des anciennes profs, tu sais, parce que Michel Larocque était prof d'anglais. Alors du coup, c'est assez intéressant de la voir incarner cette prof qui est vraiment l'archétype de la prof
qui est devenue quasiment méchante parce qu'elle est pas heureuse, elle est un peu aigrie, elle casse. Puis en plus avec son physique de, comme on disait, de bourgeoise versaillaise, ça passe crème quoi. Et j'ai par contre beaucoup aimé Nicole Ferroni, qui elle aussi est une ancienne prof de SVT, qui maintenant est chroniqueuse sur France Inter, et qui joue vraiment à merveille la prof folle, la prof shootée à la fois aux Xanax, un peu maniaco-dépressive et qui pète des câbles et tu sais qui j'ai bien aimé la scène où elle fait de la poterie, tu sais, ouais, lui très dit de juste, pas faire trop de bruit et tout, c'était assez rigolo. Donc elle joue vraiment bien en fait, il y a vraiment un vécu qui lui permet de vraiment jouer le personnage. C'est marrant, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve ça assez plutôt rigolo, les personnages de Thomas VDB et Nadia qui joue Nadia Rose, je crois, qui joue la prof d'anglais, où tu sais des fois ils ont on sent que c'est un petit peu de l'impro, ils sont en train de parler, et ça participe un petit peu à ce truc de scénario qui est marrant, parce qu'à chaque fois que le personnage principal il est devant les faux profs, en fait tu sais ils en font trop et lui il est là en mode vas-y non mais ça va, t'en fais trop, il faut qu'on passe au next prof. Et notamment Thomas VDB qui a ce running gag de prendre des dictons et de les massacrer, tu sais, genre c'est la cerise sur le bateau, il y a des petits trucs comme ça qui sont réussis, et on voit que ça vient certainement des acteurs, parce que le script il est tellement banal qu'eux ils ont certainement dû vouloir ajouter un petit peu de peps, un petit peu de juice au dialogue. Donc ça c'était plutôt pas mal. Et d'ailleurs c'est dommage, ça aurait dû être la pièce de résistance du film, en mode ils auraient plus dû penser à faire quelque chose d'intéressant, s'il avait pris peut-être un étage en dessous du vrai conseil de classe, et peut-être avoir des quiproquos, avoir à un certain moment un vrai prof avec son vrai père, et du coup avoir un truc un peu dit. Enfin, moi je pense que c'était là qu'il fallait faire vraiment des efforts d'écriture. À la Mission Impossible, tu vois, où il aurait pu avoir des cascades avec des grappins. mais trop un moment où il doit être caché, parce que sinon il va être vu par les profs. Ouais, et ça aurait été plus cool d'avoir mis le paquet sur ça, parce que comme tu dis, en vrai, les faux profs, c'est quand même très drôle. Ils auraient pu vraiment aussi aller plus loin. C'est-à-dire que presque il fallait demander justement à Thomas VDB d'écrire d'improviser pour les autres personnages aussi. Ouais, carrément. Ouais, et puis du coup, pour terminer sur ce truc des profs, là, c'est quand même un peu chiant de voir que film après film, dans ces comédies, la représentation du prof moyen de l'éducation nationale, c'est plus ou moins un gros loser, quoi. Franchement, c'est un loser un peu dépressif sur les bords, tu vois, c'est un peu chiant, quoi, tu vois. Donc ça rejoint peut-être ce que tu disais tout à l'heure sur Made in China. Finalement, c'est peut-être ce qui est le plus agaçant dans toutes ces représentations de groupes, d'ethnies, etc. Ce sont les petites choses qui vont avoir un impact inconscient sur le spectateur, tu sais, parce qu'on lui donne des choses et il dit ah oui, la réalité c'est ça, d'accord, c'est juste c'est dans le décor, tu sais. Et puis des fois ça le conforte dans ce qu'il pense. C'est ça. Tu vois, et s'il savait pas, c'est comme ça. Donc dans tous les cas, c'est pas très positif. Et le pire, ou ça le conforte dans l'idée qu'il avait, ou il y a pas d'évolution, quoi. Ouais. Et le pire, c'est que tu vois, si on n'en parle pas, en fait, on oublie, en fait. Parce que tu vois, là, on parle, on est en train de décomposer, on voit les trucs évidents qui sont dits par les personnages, et les trucs qui sont pas dits par les personnages, en fait, c'est tout aussi important, mais on s'en rend compte petit à petit, en fait, quand on déconstruit le truc. Et derrière, il y a combien de spectateurs qui rentrent chez eux, qui font pas de podcast ciné, et qui nous écoutent pas, hein. Tous ces gens-là. Mais après, tu vois, parce que t'as eu l'air de dire que Made in China, c'était nul. Je me suis pas ennuyé devant le film. Non, celui-là, il était relativement plaisant. Ouais, il est divertissant. Tu le regardes, c'est-à-dire, il y a pas un moment dans le film, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de partir, ça me saoule. C'était pas chiant, tu vois. Donc ça reste assez positif quand même, parce que justement parce que ce truc de Ocean's 11 marche bien, quoi, en fait, tu vois. C'est-à-dire où il court en permanence entre les salles, c'était assez rigolo. Donc c'est pas non plus à jeter, mais voilà, c'est ouais. Moi je m'attends à autre chose, quoi. Moi, j'aurais aimé que Thomas Njijol fasse le film, ça. Ouais, là, pour le coup, intéressant de voir ça. Que ce serait mieux placé, effectivement, dans tout ça. Ok, voilà, bon, de Miam. Et après, oui, moi, je suis comme vous, je recommanderais pas ça au cinéma, désolé. Hein. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui ont bossé dur sur... Ouais, non, mais c'est sûr qu'ils ont bossé dur, c'est sûr. dur sur le film, mais c'est sûr qu'ils ont bossé dur. Mais voilà. Alright. Quelque chose à ajouter sur Premier de la classe, du coup ? Non, c'est fait. Ok, on va passer à la release Netflix du coup avec Shaft millésime 2019, toujours avec Samuel Jackson. Alors, Shaft 2019, film de Team Story avec entre autres Samuel Jackson, Richard Roundtree et Jesse Usher.
le légendaire détective privé John Shaft II, deuxième du nom, fait équipe avec son fils, l'expert en cybersécurité J.J. Shaft Jr. pour tenter d'en savoir plus sur un décès suspect en parcourant les rues de Harlem. Et donc c'est la suite des films Shaft de 1971 et 2000. Petit clip. J'aimerais voir... Shaft. Qu'il demande. John Shaft Jr. Junior ? Oui. Je viens parler business. J'aurais besoin que tu m'aides. Je savais que ce jour arriverait. C'est quoi l'affaire ? Je crois que mon meilleur ami s'est fait tuer. Faut qu'on règle cette affaire. Oh non, merci, je suis anti-arme. Il se barre, bute-le. Qu'est-ce que t'as fait de leurs flingues ? Oh, je les ai jetés par la fenêtre. Ça se fait pas de jeter des flingues par la fenêtre. Il y a des enfants qui vivent ici. Si tu veux poursuivre cette enquête, je vais devoir jouer les babysitters avec toi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Shaft 2019 ? Du coup, on peut dire le troisième de cette trilogie, puisque c'est vrai que... Oui, parce que le premier avec Samuel Jackson, il date des débuts années 2000, non ? C'est ça ? Qui est donc le deuxième, en fait, parce qu'il jouait le fils donc, du fameux Shaft des années... Ouais, du vrai Shaft. Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé intéressant de voir l'ancien Shaft être dedans. Les 3 générations. Ouais, les 3 générations, j'ai trouvé ça sympa. Après, j'ai trouvé que le dernier, malheureusement, il faisait un peu enfant, quoi. Tu sais, c'est un peu enfantin avec les méchants, puis on leur tire dessus, puis il n'y a pas vraiment de blessures, et puis les gens qui sont blessés, ils n'ont pas vraiment mal, et puis tu sais... non mais c'est vrai, ils se mangent des balles, mais ça va, t'inquiète. Je vais quand même finir mon tiramisu. Et c'est très bizarre de voir des trucs comme ça où normalement c'est censé être c'est Shaft, quoi. C'est censé vraiment être banlieue, violent et tout ça. Non, là, on va dans... Il y a du monde huppé, sa copine, elle est médecin, tu vois, lui, il est cybercriminel. Enfin, je veux dire, le trafiquant de drogue, on le voit dans un bâtiment une fois, après l'autre, c'est un haïtien. En plus, c'est un acteur français, je crois. Le grand méchant du film. Ah oui. Oui, c'est un acteur français. Vrai. C'est un acteur français et tout qui jouait dans Black Micmac. C'est un ancien film français avec l'acteur de la soupe aux choux, là. Comment il s'appelle ? Je sais pas. Ah, c'est Isaac de Bancolé. Voilà. Le fameux acteur. Tu te rends compte ? Et moi, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite repensé au film Black Micmac, quoi. Je sais pas si les gens se rappellent de ce film, c'est un film très vieux. Je sais plus s'il est policier ou contrôleur, je sais pas quoi, et il va dans des squats. Et il vient essayer de déloger des gens. Enfin bref, on va parler de ce film. Et c'était intéressant de le voir, mais voilà, mais je l'ai trouvé vraiment très gentillet. Ouais. Et je dis ouais, c'était pas... je m'attendais à un peu plus de violence que ça, quoi. Ben, c'est clairement un film qui est plus dans la comédie que l'action, en fait. Exactement. Et c'est vrai que... En fait, on a totalement quitté le côté blaxploitation forcément du premier, où tu sais, quand même les films de la blaxploitation, c'était violent, genre tu sais, il y avait des coups de fusil à pompe, il y avait des énormes taches rouges après sur les gens, etc. et pareil, celui de le 2000, le Shaft de 2000, c'était quand même violent, il y avait Christian Bale qui faisait le gars du Ku Klux Klan un peu, qui faisait le gros raciste qui avait tué Mickey Pfeiffer et tout, et c'était violent aussi encore Shaft 2000. Là, on a clairement pris un tournant en fait de genre, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait se dire la nouvelle génération n'est pas comme les anciennes et avoir un goût différent, mais tout en restant dans les tons en fait des premiers Shaft. Là, non, on est effectivement, t'as raison, passé plus dans un truc de comique. Même Shaft, quand il tire au fusil à pompe, c'est des balles en caoutchouc. Tu sais, les gens. Non, mais c'est vrai. C'est des balles pour. Ouais, voilà. Il tue plus, quoi. C'est juste. Il tue plus. Après, d'ailleurs, il y a un truc très bizarre dans ce film. À un moment, quand il tue des gens dans des restaurants, il n'y a pas un flic qui arrive. Les gars pendant genre les 20 minutes, les gars, ils ont le temps de débriefer, d'avancer sur l'enquête. Il y a 0 flics qui sont venus dans le restaurant pour débriefer le gars qui vient juste de tuer 4 terroristes. Yeah. Et puis il continue. 4 plus que ça. La fusillade, elle a duré super longtemps. Papa, il vient intervenir et tout. Après, voilà, il y a 2-3 choses drôles dans ce film, mais il y a aussi des choses un peu... bien misogyne et borderline homophobe et tout ça, et tu te dis, en fait, j'aurais accepté si justement vous étiez resté beaucoup plus... Comme si c'était un film des années 70, en fait. Ouais. Tu sais, il y a le côté Black Dynamite, tu vois, avec Michael J. White, et j'aurais préféré que
quitte à aller dans la comédie, qu'on s'auto-parodie un peu plus dans les années 70. Donc, qu'on fasse un truc peut-être à la Black Snake, justement, de Tom Angel, tu vois. Et ça aurait excusé ces espèces de trucs, parce que clairement, les meufs sont là que pour dire... que pour valoriser un peu la masculinité, tu sais, en mode « Ah là là, trop bien, t'as tué trop de monde, t'es trop un homme, quoi. » Genre à un moment il y a littéralement justement la meuf qu'ils essaient de faire passer comme ultra progressiste, la petite copine du jeune médecin, etc., où il y a une musique quasi romantique quand il tue des gens, tu vois, en mode je tombe amoureuse de toi. Je tombe amoureux quand tu enlèves des vies. Ouais, c'est ça. Et moi je suis médecin. Ouais. Est-ce que je fais un burn-out ou pas? Donc je sais pas trop. Après, Tim Story, c'est quelqu'un que j'aime pas, clairement. Je crois qu'il avait fait le remake de Taxi avec Queen Latifah et Jimmy Fallon ou un truc comme ça à l'époque. Bon bref, il sait pas faire. Il avait fait Les 4 Fantastiques aussi. Il sait pas réaliser des films déjà de base. Donc voilà. Est-ce que maintenant je dois recommander des films parce que ça m'a fait rire genre 4 fois dedans? Je pense pas en fait. Ouais non. Après en plus là pour le coup il a perdu un peu l'identité. C'est du truc voilà. C'est plus l'identité de ce qu'on a connu, de ce qu'on attend en fait. Moi, il a perdu son mojo. Moi, j'aurais préféré que, tu vois, son fils soit pas un analyste cybercriminalité. J'aurais préféré que ce soit un flic undercover, qu'il soit dans la merde. Tu vois, genre qu'il fasse partie d'un truc, d'un gang, un truc bien, qu'il soit dans la merde et qu'après, voilà. On sait pas s'il a dérapé ou pas. Et Shaft dit, non, mais c'est mon fils, il a pas pu déraper. Je vais aller l'aider. Et voilà, et là, ça va être intéressant. Moi, je trouvais ça intéressant que justement, il y ait des décalages à chaque fois générationnels, ça, qui veulent dire un peu le décalage de culture qu'il y a et de société en fonction du grand-père, du père, du fils. Ouais. En gros, ce qu'ils essaient de nous dire, c'est le petit, c'est une mauviette. Qu'avant, on avait des vrais hommes, etc. Mais en même temps, envie de dire, en fait, arrête avec ce discours-là, c'est terminé. C'est terminé, tu peux plus avoir ce discours-là maintenant, donc rentre chez Watt, quoi. Ou alors, c'est ça, ou alors fais un truc volontairement second degré, fais Machete, tu vois. Machete avec, avec Shaft. Et peut-être que là, ça peut passer. Et donc c'était Jacques Villeray, le film avec Black Pink Mac dont je parlais. Pardon. On revient dessus. Voilà. Alors, moi, mon expérience de Shaft est plutôt pas mal parce que je trouve que c'est un film qui est relativement plaisant à regarder. Encore une fois, voilà, film Netflix, donc on n'est pas toujours habitué à du top qualité en termes de substance. Moi, ce que j'aime dans le film, moi j'adore Samuel L. Jackson, donc je trouve qu'il garde quand même dans le film un espèce de capital coolitude assez haut, tu vois, c'est-à-dire avec son manteau en cuir et tout. Il y a que lui qui... Toi, si tu mets ce même manteau en cuir, t'as la ridicule. Exactement. Tu sais, ces personnages, tu sais, ils arrivent à pull off des espèces de tenues et t'es là, tu dis, ah ouais, t'es trop stylé, mec. Donc il est vraiment très stylé, tu sais, le petit col roulé, le petit manteau en cuir, le petit appart avec le vieux parquet, les vieux fauteuils club, le whisky. Tu sais, il y a ce personnage un petit peu vieille école que moi j'aime bien parce que Samuel Jackson le porte bien de toute façon, tu vois, il habite bien le personnage. J'aime bien en fait, alors du coup peut-être contrairement à ce qui a été dit, moi justement j'aime bien que son fils justement ce soit vraiment le millénial, tu sais, un petit peu hipster bobo qui a des colonnes de citron chez lui, un peu limite vegan, tu sais, avec en fait voilà, c'est ça, c'est que finalement il y a une espèce de choc entre cette vieille école et le millénial connecté qui est sur son ordi, qui est là, vas-y, pas trop doucement dad, on va faire ça bien et tout. Il a un style complètement différent parce que lui, ce serait plutôt le mannequin pour Gap, tu sais, super bien sapé, super stylé et tout. Et ça, j'ai bien aimé les dialogues. Au début, ça fuse un peu. Alors c'est peut-être très cliché, mais moi j'aime bien les dialogues père-fils un petit peu, genre son père il aide quasiment à avoir le numéro de la meuf en lui disant on va se faire un resto et tout. J'aime bien quand il lui dit c'est quoi cette musique que t'écoutes, alors que lui il lui met de la bonne soul, tu sais, direct. Ça c'est de la musique en mode vieux daron, tu sais. Ce choc là c'était pas mal. Ouais, il y avait 2-3 dialogues entre tous les deux où lui, tu sais, il y a Samuel Jackson, il a cette façon de lever les sourcils là, à chaque fois, c'est trop marrant, il le regarde genre quoi, qu'est-ce que tu fais ? Et après, par contre, ce qui marche pas dans le film, c'est que je trouve que le scénario, il est nul en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a retrouvé son père, ils vont se mettre
en chasse de plus ou moins des gars qui sont des anciens militaires et qui font des trucs. En fait, tu t'en as rien à foutre, en fait. C'est-à-dire que déjà, t'en as rien à foutre parce que c'est pas bien écrit. Et en plus, c'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire, il y a un côté... oh là là, piou, ouais, exactement. Des balles en caoutchouc, il y a personne qui meurt, il se passe rien. Il y a aucune voilà, il y a aucun truc possible. Voilà, c'est à ce niveau-là, c'est un peu chiant. Je pense qu'à partir de 45-50 minutes, j'étais quasiment sur mon téléphone tout le reste du film, en fait, en train de regarder le film d'un œil. Juste, je relève quand il y a Samuel Jackson avec sa coolitude incarnée qui conduit sa Camaro SS vintage un petit peu, qui fait des gros dérapages en mode vraiment, vraiment stylé. Ça m'a plu. Après voilà, c'est... Moi, j'aime beaucoup la scène où il y a Shaft qui arrive dans l'appart de son fils, tu sais, où il avait quasiment collé qu'il allait avoir des briques apparentes, tu sais, que son appart, il ressemble à un appart Ikea, tu sais, vraiment, ça c'était vraiment assez marrant, ce qui est assez ironique parce qu'il n'y a pas plus Ikea en termes de placement produit qu'un film Netflix, donc ça c'était, je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas c'est assez ironique pour le coup. Donc après le film il est assez plaisant, quoi, parce que Samuel Jackson, comme beaucoup d'autres acteurs de son calibre, ils ont la capacité, avec pas grand chose, un peu comme Adam Sandler dans Murder Mystery, tu sais, il arrive, il vient faire le job en fait. Exactement. Tu vois. Il arrive, tu sais que ça il sera fait le fait, job, ouais. Il a 2-3 gimmicks, bam bam, ça tient, ça roule, emballé, pesé, et ça y est, c'est Shaft. Et pour ces raisons-là, c'est un film qui est recommandable comme un bon petit divertissement du samedi soir. Donc c'est pour ça que j'irais peut-être pas jusqu'à mettre 3, je mettrais un solide 2,5, tu vois, genre la moyenne, voilà, c'est cool, mais c'est pas... le film, tu l'auras oublié 2 jours après, quoi. Ouais, c'est vrai. Et là où, tu vois, je reparle souvent de ce film qui fait vraiment pour moi référence en termes de comédie, c'est The Other Guys, donc traduit par Very Bad Cops en français. Ce qui est bien dans Very Bad Cops en comparaison, c'est que dans Very Bad Cop, tu sais, l'intrigue, donc tu as énormément de comédie dans les dialogues, mais l'intrigue qui vient tenir le tout, c'est sur fond de crise financière, où en fait le méchant, c'est un espèce de milliardaire qui a détourné plein de milliards, et du coup, là ça marche mieux, parce que c'est pas des scènes d'action, mais c'est plutôt, oh là là, qu'est-ce qui va se passer avec ce milliardaire qui nous met à chaque fois dans l'impasse. Donc voilà, il y a... Ce qui manque à Shaft pour que ce soit bien, c'est un scénario... peut-être un peu plus solide. Ouais, parce que là, il n'y avait pas vraiment de méchant. Enfin, tu vois, tout le monde était un peu caché jusqu'à arriver à la scène finale. Exactement. Fait, tu vois, donc, on te rajoute des personnages secondaires un petit peu de nulle part pour faire des sous-boss. C'est comme si c'était un jeu vidéo, tu sais. Ouais, carrément. Pour dire, au final, le boss final qu'à la fin. Mais que t'as même pas eu la cinématique du début pour dire qu'il y a un méchant, en fait. Mais ouais. Moi j'aurais voulu qu'il soit un geek jusqu'au bout, quoi. Que ce soit pas un mec qui se tape super bien, qui fait de la capoeira et que dès que tu lui mets un gun dans les mains, il te flingue tous les mecs, voilà. C'est un vrai geek jusqu'au bout. Tu lui donnes un gun, il tire sur sa meuf, il se bat, on l'emmène à l'hôpital, voilà. Va jusqu'au bout. Ouais. Pas genre il a le gène du Shaft, quoi. Ouais. Si c'est une moitié de Shaft, ça existe pas, quoi. Je suis d'accord. En fait, il a juste plus de skills que son père et son grand-père. C'est-à-dire qu'en gros, il peut tout faire pareil. C'est le Shaft 2.0. Mais en plus, mais tu peux lui donner un PC. Et en plus, tu peux lui donner un PC, le mec, il te fait tout, quoi. Ah, c'est chaud. Bon, du coup, combien vous mettriez sur 5 à Shaft ? Moi, je vais rester sur 2, on va dire. Moi, je suis obligé de mettre 3 parce que j'adore Regina Hall. Cette actrice, non, mais c'est vrai. Elle est forte tout le temps, et rien que pour elle et Samuel Jackson, déjà, 3. Ok. Je suis obligé. Ok. Est-ce que du coup, est-ce que ça vaut la peine qu'on rende... Est-ce qu'on a déjà plus ou moins tout dit ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est bon, ouais. Ouais. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, on referme cette page Shaft. On va clôturer cet épisode par une toute petite rubrique film en vrac. Est-ce que vous avez vu récemment d'autres films au ciné ou des films en VOD que vous aimeriez partager avec tout le monde ? Écoute, moi hier j'ai vu Spider-Man Far From Home. Allez, parle-nous-en. Le dernier opus de chez Marvel, donc dans la timeline du MCU, ça se passe après Avengers Endgame, donc après que la moitié des personnes sur Terre aient d'abord disparu par un claquement de doigts de Thanos, puis sont revenus 5 ans après.
Donc tout le thème en fait de cet épisode-là, c'est Spider-Man sera-t-il quelque part l'enfant spirituel d'Iron Man et va-t-il relever un petit peu le manque que ce monde connaît, qui est le manque de Tony Stark. C'était un film cool, j'ai bien aimé l'originalité, mais bon, qui existe déjà dans les comics. L'originalité du méchant en fait, le méchant et le concept du méchant, c'était cool à voir en fait, et d'ailleurs les scènes d'action qui l'intègrent sont plutôt bien faites. Pour une fois ça se passe pas dans le Queens et à New York, puisque pour le coup il fait un petit road trip en Europe, à Venise, à Prague, etc. Donc c'était intéressant de voir Spider-Man dans ces endroits-là. Pour l'Américain moyen qui prépare son summer trip en Europe. D'ailleurs, pour le coup, il y a quand même des petites scènes où vraiment tu sens le décor studio, mais tellement à plein nez, avec des habits traditionnels de Hollandais. Tu fais, mais pourquoi vous avez... Avec des mimes français, mais c'est à la limite s'il y avait ça, et s'il n'y avait pas des Bretonnes, genre avec faisaient des crêpes. La coiffe bigouden. Ah ouais. Là encore, un peu content que ça fasse un peu changer des choses dans la dynamique de Spider-Man. C'est-à-dire que, voilà, moi, ce qui compte aussi dans les films de super-héros, c'est, comme tu disais, voilà, est-ce que, au final, si on a juste tué le méchant de ton film, est-ce que le point A, qui était le début du film, est similaire au point B, qui est à la fin du film, dans les relations entre le super-héros et le reste du monde, et où le super-héros et les gens autour de lui. Et là, bon, il y a une promesse de changement de choses, voilà, sans spoiler. Donc, moi, je dirais que c'est sympa. Je pense que je l'ai un peu moins bien aimé que Homecoming, parce que, voilà, encore une fois, petit effet de surprise peut-être pour Homecoming, c'était un renouveau, c'était le ton de l'humour était sympa, etc. Là, je m'attendais à avoir exactement ce que j'ai vu, quoi. Et mention spéciale quand même pour Jake Gyllenhaal, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Gros capital sympathie dans ce film. Ok, donc tu conseilles alors. Ouais, je conseille. Bon, pour les gens qui suivent tous les Marvel, bah ouais, allez-y, c'est un bon petit Marvel. Pour les autres, attendez la VOD. Ouais, voilà. Attendez la VOD. Et toi ? Alors moi j'ai vu dans les nouveautés VOD, c'est un film qui aurait pu alimenter le débat de première partie. J'ai vu un film de Mohamed Hamidi qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien, avec Gilles Lelouch et Malik Bentala dans ce qui vient de sortir. Alors le pitch, c'est Gilles Lelouch est un publicitaire bobo parisien super successful et qui carotte le fisc de ouf, et la scène d'intro, c'est donc le gars qui jouait l'inspecteur de l'éducation nationale dans le film qu'on a vu avant, là joue un inspecteur du fisc, donc ce gars il joue de l'administration française partout où il va, tu vois, et il lui dit bon ben voilà, soit c'est en gros vous payez 1,5 million d'euros d'amende, soit vous faites ce qui était normalement prévu, à savoir quelque chose qui, pour avoir une ristourne du fisc, tu vas installer ton agence de pub à La Courneuve, en banlieue parisienne, et donc du coup tu vois ce qui se passe, donc c'est ce qui se passe, et donc du coup Malik Bentala joue le gars qui va le réceptionner à La Courneuve pour monter son agence de pub. Donc en gros l'agence de pub parisienne, tu vois l'émission Le Quotidien de Yann Barthès, donc c'est tous les bobos parisiens vegans qui se retrouvent à aller à La Courneuve pour faire leur agence de pub, et en gros voilà, c'est encore dans la veine d'un film de comédie de réconciliation, le Parisien du centre-ville rencontre le gars de la banlieue de l'autre côté du périph'. En fait c'est pas mal, hein, c'est pas là quand je décris on imagine un truc à la du Chauvron verse, genre qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu, mais je dirais même que c'est encore mieux que dans ce qu'on avait vu de positif que le film qu'on a vu avant, Premier de la classe, parce qu'en fait déjà il y a un truc qui est pas mal du tout, c'est que dans ce film, donc on est en banlieue, on est à La Courneuve, pas une seule fois dans le film, il va y avoir... Tu sais, au début, je me suis dit, allez, c'est parti, les vieux pots, ils vont sortir l'insécurité, ils vont se faire agresser toutes les 5 minutes. Et en fait, pas du tout, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, on te dépeint une banlieue qui est un endroit normal, en fait, tu vois, finalement. Et ça, c'était pas mal. Et il y a plusieurs petites choses comme ça qui vont vraiment à contre-courant des stéréotypes, d'une esthétisation inconsciente des gros clichés. Là, pas trop. Et les personnages sont bien. Il y a Malik Bentala, il joue vraiment super bien. Il est limite touchant, tu vois. Il est vraiment bon acteur. Il est pas là juste pour vanner, tu vois. Il joue vraiment bien. Il y a aussi cette actrice dont j'ai oublié le nom qui joue dans la série Netflix. C'est Sabrina Ouazani, tu sais, qui joue dans la série Plan Cœur.
voilà, qui joue très bien aussi. Donc voilà, bon, il y a quelques clichés, mais c'est pas mal, quoi. C'est la petite comédie divertissante. Voilà, c'est à voir, parce que je pense que même si on est dans la veine d'un truc de réconciliation, ben ça reste vachement... J'ai l'impression que c'est un peu mieux quand même que ce qu'on a l'habitude de voir. Je parle en termes de stéréotypes. Mais clairement, ça me donne envie de le voir, parce que en fait, la bande-annonce, tu vois, si je dois comparer ce que j'attends en termes de stéréotypes de bande-annonce, tu vois, j'aurais dit que c'était ce film-là, c'est mort. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3, et que ça a été même pire que Premier de la classe. Mais si tu me dis que en fait, quand tu regardes vraiment le film, c'est mieux fait. C'est pas ça, ça me donne envie de tout voir. ça. Il y en a un petit peu, mais... Voilà, après, tu vas voir quelques clichés. C'est-à-dire qu'évidemment, quand il a installé sa boîte, il va y avoir le caïd du quartier qui va venir essayer de le racketter un peu. En mode, tu vois qu'on gratte un peu. Dans ta boîte. T'as des scènes d'embauche où il va essayer d'embaucher des gars, et puis t'as des trucs intéressants où t'as plein de gars qui viennent le voir en disant voilà, moi j'ai un master bac plus 5, mais je trouve pas de boulot. Enfin, t'as plein de petits trucs assez malins. T'as plein de trucs assez malins qui viennent alimenter tout ça, et franchement c'est pas mal. Ça se regarde, et puis ceux qui jouent les beaux parisiens, c'est vraiment cool, parce qu'il y a des petites vannes pour désamorcer des choses qui sont très très marrantes, quoi. Donc c'est pas mal, je conseille. Ok. Karim, un truc que t'as vu récemment? Récemment, non, pas trop, à part Premier de la classe. Avant ça, j'avais vu Aladdin, avec ma fille et mes nièces. Et, alors, Aladdin? Comment, Aladdin? Ouais, ça va, ça allait. Et j'aimais bien Will Smith dedans, il a fait son taf, c'est Will Smith, quoi. Il a fait son taf. Ouais. Rien que pour ça, en fait, ça suffisait. Après, les autres parties du film, c'était... Ils sont quand même restés assez fidèles à l'histoire. Ils ont vraiment pas cherché à faire du nouveau. C'était vraiment... Non, on fait vraiment un copier-coller. Puis voilà, tout le monde a bien le rôle qu'il avait dans le dessin animé. On essaye de rien faire d'autre. Et là, admettons, t'as le Blu-ray de Aladdin dessin animé, Aladdin ce film. Toi, tu préférerais revoir quoi demain? Enfin, pas demain, mais genre, tu vois, dans 6 mois... Ouais, le dessin animé. Ouais. Le dessin animé, non, parce que c'est d'autres saveurs, en fait. Tu vois, là, si je regarde le film, forcément, je pense prouesse technique, effets spéciaux, tout ça. Alors que le dessin animé, tu sais tout de suite que t'es dans un univers magique, et voilà. Alors que le vrai film, t'es là, tu fais, comment ils ont fait pour faire ça? C'est toujours la même chose de quand tu vois un magicien qui fait un tour. C'est beau, mais comment ils ont fait? Et c'est toujours pareil. Alors que le dessin animé, tu te poses jamais de questions. Ouais. Tu te dis jamais comment ils sont 1 million de danseurs, t'en as rien à foutre. Alors que dans Aladdin, tu regardes le film, tu te dis putain, ça fait beaucoup de figurants. Et tu sais, t'es vraiment dans l'aspect technique à chaque fois, quoi. Parce que c'est censé être réel, pas réel, parce que c'est un film, voilà, quoi. C'est cool que tu parles de Will Smith, parce que moi j'ai aussi passé un bon moment devant Aladdin, et Will Smith, en plus, c'est vrai, de faire le job. Il y a 2-3 moments où tu te marres vraiment, quoi. Ouais. 2-3 vannes où genre il prend le personnage du génie, puis il lui fait dire des choses, et ça te fait mourir de rire. Ouais, carrément. Il y a notamment le truc qui est revisité, où tu sais, il lui explique qu'il peut pas faire tomber les gens amoureux, et tu sais, donc Will Smith il se met un petit peu comme une adolescente, un petit peu carrément, à plat ventre, là. Ça c'est super marrant, et j'aime bien moi j'aime beaucoup. C'est ce que je préférais dans le dessin animé. Dans le dessin animé, ce qui est vraiment cool, c'est la première fois qu'il y a le génie qui sort, il lui explique en gros ce qu'il peut faire, et c'est le show. Tu vois. Et je trouvais que la scène du show dans la caverne, elle était assez magique. Ouais, franchement, elle était archi bien faite. Ouais, ils envoient du gros. Du lourd. C'est bien de prendre un gars comme Guy Ritchie, c'est que le gars, si tu lui dis envoie-moi du gros spectacle, il t'envoie vraiment du gros spectacle. Et j'aime bien la scène où il arrive en ville, tu sais, en mode fanfare, en feu d'artifice. Et ben voilà. C'est très cool. Moi j'ai adoré, et c'est cette scène-là, je me dis putain, ça fait beaucoup de figurants. Tu vois, c'est ça, je me dis, il y a énormément de personnes. Donc c'est pour ça. Il y a un côté, tu sais, le gros péplum hollywoodien. Il y a 200 000 personnes dans la scène. Enfin, donc c'est très cool, c'est très très agréable. Voilà, donc le prochain qui sort, c'est Le Roi Lion. Toi, tu parlais dans l'épisode Blockbuster la dernière fois du Roi Lion. Donc est-ce que toi, tu auras envie d'aller le voir, le live action, ou du coup tu vas rester fidèle au dessin animé? Alors en fait, j'ai vu la bande-annonce hier justement en allant voir Premier de la glace avec Karim, et en fait, je suis un peu intrigué quand même. T'as envie d'y aller, là t'as envie, je crois. Obligé. Moi en fait, je suis passé à travers tous les live action remakes là.
J'ai vu quelques mini-scènes par-ci par-là, mais je me suis pas assis devant l'un ou l'autre. Du coup, là, vous me donnez peut-être un peu envie d'aller revoir Aladdin. J'ai pas vu le livre de la jungle alors qu'il est sur Netflix, et je sais que c'est Jon Favreau qui a fait aussi... Il est vraiment bien, je suis entièrement d'accord. Ouais, bah, ok, d'accord. Bah, non, écoutez, mais vraiment, même moi, j'étais... Oh, il est quand même bien. Non, mais en plus, je lis que... Bah, mais bon, ça fait peut-être partie de leur connerie de marketing, mais je lis que, soi-disant, le Roi Lion est vraiment incroyablement fait. Donc, bon. Il paraît, ouais. Non, mais tu peux pas faire une merde comme ça, tu sais que tu te feras lyncher à vie. Bah oui, c'est sûr. Tu vois, un truc comme Ils vont ça. lâcher les lions, littéralement. Tant de générations qui ont vu ce truc. Ouais. Non, c'est pas possible que quand tu fasses le live, non, tu peux pas merder. De toute façon, je me dis, au pire, il y a Seth Rogen qui fait Pumba. Tu sais, je me dis, il y a moyen de trouver de la marade quelque part, tu vois. Ok. Et ils vont certainement, peut-être que pour la version française, ils ont certainement aussi des bonnes. Ouais. Oh, c'est sûr, ouais. c'est sûr. Ils vont Bon, pas nous mettre des super. inconnus. Voilà. Bon, bah écoutez, un autre épisode rondement mené. Merci Yes. à vous pour avoir alimenté tout ça. Et puis on vous dit à la Ouais, à prochaine. la prochaine, pour n'oubliez l'invitation, pas les amis. d'envoyer des messages fin de séance @gmail.com ou de vous abonner à tout et parlez-en à vos amis, partagez. Ouais, partagez. Une fois dans vos vies sur votre truc Facebook ou Twitter, etc. Voilà, pour avoir quelqu'un. Et puis n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et mettre un petit commentaire sympa sur iTunes, comme ça fait savoir que c'est cool. Ouais. Et puis ouais, dites-nous si vous avez des idées sur est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a dit sur la diversité dans le cinéma français, dans le cinéma américain, voilà, n'hésitez pas. Gros bisous à tous. Merci beaucoup, au revoir.